Comme une équipe, un podcast de Vincent Posé. Eh bien bonjour et bienvenue pour cet épisode de Comme une équipe. Je suis Vincent Posé, je suis auteur, comédien et metteur en scène, fondateur de la compagnie Comme une Impro, qui est une compagnie de théâtre improvisé et pas seulement. Je vous propose tous les mois de faire connaissance avec un membre ou une membre de l'équipe de Comme une Impro et de faire connaissance avec cette personne, des comédiens et des comédiennes qui viennent de l'improvisation, mais pas seulement. Et c'est ce qui m'intéresse justement de partager avec vous, c'est des trajectoires, des parcours qui sont à chaque fois uniques, et puis des talents surtout que j'ai la chance de rassembler dans cette série de podcasts, et puis sur scène évidemment, avec les différents projets de Comme une Impro. Et l'épisode du jour, l'épisode du mois d'ailleurs, c'est avec Maxime Adam, dit Max Hardy. Bonjour. Bonjour. Alors Max, je vais commencer par un portrait subjectif pour te présenter, puis après tu pourras rajouter ce que tu veux par rapport à ce portrait. Donc Max Hardy, tu es comédien professionnel pour la compagnie Comme une Impro, surtout pour des théâtres participatifs et puis des écritures sur mesure. Dans le civil, tu es aussi slammer et fondateur de la compagnie Slamphony, et ça on y reviendra tout à l'heure. En jeu, en tant que comédien, moi ce que j'apprécie énormément, c'est que tu apprends tout le temps et tu appliques tous les conseils, tu prends tout ce qu'il y a à prendre et derrière tu les appliques, et ça c'est assez incroyable. Enfin, je vois ta trajectoire, on en parlera aussi tout à l'heure, mais depuis plusieurs années qu'on se connaît, en fait c'est hyper agréable parce que effectivement tu prends toutes les infos qu'il y a à prendre et tu les appliques directement, ce qui donne qu'aujourd'hui j'ai l'impression en tout cas que ta palette de jeux s'est vraiment étoffée. Ce qui est aussi hyper agréable, c'est dans le travail, c'est un sérieux, une rigueur que tu appliques aussi, ça on en reparlera peut-être, mais dans ton parcours de slammer et de directeur de compagnie. Et j'aime bien aussi le côté, vous allez peut-être découvrir le côté un peu pince sans rire de Max Hardy, c'est-à-dire qu'il y a un côté très sérieux et puis d'un coup peut y avoir une grosse connerie qui peut partir, un univers complètement décalé, des personnages complètement fous, mais toujours avec une espèce de retenue et qui est très, très agréable justement à jouer, et tu l'exploites beaucoup. Ça je reviendrai aussi là-dessus, mais sur la voix tu l'exploites beaucoup dans le flash impro. J'ai l'impression que c'est le flash impro, donc improvisation théâtrale radiophonique, où la voix est hyper présente, et là j'ai l'impression que tes personnages prennent vraiment du volume à travers la voix. Et puis évidemment, je pense que c'est aussi ce qui nous rassemble tous les deux, c'est une espèce de passion de ce qu'on fait, et puis de transmettre aussi ce qu'on aime et le transmettre au plus grand nombre. Voilà pour ce portrait. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Alors c'est compliqué déjà. Merci beaucoup pour ce portrait. Après je suis toujours le plus mal placé pour parler de moi-même aussi, donc non, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, donc oui, après en termes de rigueur et tout ça, ce sont des valeurs qui me portent en tout cas depuis des années, qui me permettent de mener tous ces projets, de concrétiser. Le côté apprentissage, voilà, c'est le côté de se dire que la vie est un apprentissage qui ne finit jamais, et en rejoignant Comme une Impro, c'était aussi dans ma volonté justement de continuer à aller chercher cet autre côté du théâtre que je connaissais moins et qui me parle plus en ce moment en termes, on y reviendra sur l'improvisation théâtrale, mais tout ce qui va être recherche, expérimentation, ne pas savoir où l'on va mais on y va, et ce côté se faire confiance à l'autre au niveau de l'écoute, toutes ces choses-là, toute cette palette-là aujourd'hui que j'aspire en tout cas à travailler, à continuer de me former et d'apprendre, parce que je sais qu'il me reste du chemin à parcourir et que tout ça est aussi complémentaire. Je pense qu'on y reviendra aussi avec mon métier, donc pour vraiment que ça fasse un ensemble et que tout ait un lien au final. Donc aujourd'hui, tu fais du théâtre d'improvisation, du théâtre improvisé, évidemment du slam. Demain, je ne sais pas. Mais hier, comment tu es arrivé à découvrir le théâtre dans ton parcours? Depuis tout jeune déjà, moi j'aimais beaucoup le cinéma, notamment le côté raconter des histoires. Voilà, moi je suis quelqu'un de très créatif aussi, donc voilà, dans ces espaces-là, moi c'est toujours très inspirant. Et le théâtre, voilà, c'est venu à un moment à l'école où je donne une fable de La Fontaine. On est en 6e, je crois, c'est une histoire que je raconte parce que elle est très
très drôle en tout cas dans son approche, et on nous demande de mettre le ton. Donc c'était le chêne et le roseau. Et donc pour moi, mettre le ton, je dis il suffit juste de faire parler les personnages. Pour moi, il n'y a rien de bien sorcier. Je veux dire, tout le monde peut le faire en fait. Donc déjà dans l'inconscient, en fait, il y a cette petite chose qui résonne. Et donc j'arrive devant la classe, en plus je suis le premier à passer, forcément dans la liste alphabétique c'est jamais très simple, et j'arrive en fait, et tout le monde à la fin, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, tout le monde à la fin est un peu surpris positivement, enfin personne ne s'attendait à ça, alors que moi je dis il n'y avait rien de bien difficile, et donc à la fin on me dit tu devrais faire du théâtre. Donc moi à ce moment-là je me dis ok, très bien, d'accord. Et puis l'année suivante, il se repasse plus ou moins la même chose. Et donc à ce moment-là, je commence vraiment à me poser la question. Et donc j'ai commencé à suivre des ateliers ici sur Saint-Lô. Et après, donc je me suis dirigé, une fois que j'ai fini mes études dans le commerce, je me suis dirigé vers le conservatoire de Caen, dans la classe théâtre, pendant 4 ans, où on a surtout travaillé le théâtre classique, entre guillemets, pour se faire ses gammes, mais aussi des figures théâtrales à travers différents auteurs. Par exemple, si c'est la figure d'Antigone, on l'a travaillé à travers les siècles aussi. Donc ça t'amène toi aussi une connaissance de tout l'univers théâtral aussi, justement du travail, du parcours du comédien. Et j'ai aussi énormément appris sur beaucoup de choses, aussi sur soi, parce que j'y reviendrai après, mais on travaille d'abord sur la personne, on travaille sur le comédien. Je pense que c'est important, donc il faut vraiment pas brûler les étapes. Mais toujours aussi animé par une volonté de réussir, en tout cas une volonté d'être ce que j'avais envie. On a toujours, quand on est jeune, quand on est enfant, c'est des rêves un petit peu, et donc ça c'était le mien que je cultivais, et où vraiment je fonçais dedans. Donc maintenant avec du recul, j'analyse ça, où je me dis là j'aurais peut-être dû faire plus comme ça ou plus comme ça, mais c'est normal, on est jeune, on a cette chose-là en tête, c'est vraiment notre moteur au quotidien. Donc c'est ce qui m'a aussi animé au conservatoire. Et puis après, je suis parti 2 ans à Paris, dans un atelier d'acteur, où là, on travaillait vraiment selon les méthodes de l'acteur studio aux États-Unis. Donc, méthode d'acteur studio, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ça va plus être par exemple des acteurs qui vont travailler un personnage, mais vraiment au jour le jour, quoi. Si je prends un exemple avec par exemple Daniel Day-Lewis dans un film Gangs of New York, où tous les jours en fait il était dans son costume, et on l'appelait tous les jours pas son personnage, quoi. Donc c'est des travails souvent d'1 an et demi. En revenant à Daniel Day-Lewis, pendant 1 an et demi il a travaillé le personnage de Lincoln. Donc c'est vraiment ce travail là à partir d'activités, comment est-ce que tu donnes un texte, et c'est là en fait où ça a commencé à résonner chez moi, ce côté de d'abord travailler sur la personne avant de travailler sur le comédien. Donc ça demande aussi à se connaître soi d'abord en tant que personne, et donc forcément ça amène aussi des réflexions. Et donc après j'ai quitté Paris, puis j'ai quitté le monde du théâtre, parce qu'en termes de on va dire de valeurs et tout ça, ça me parlait plus par rapport à ce que moi je recherchais. Je suis revenu sur l'improvisation théâtrale, parce que c'était maintenant vraiment quelque chose en tout cas que j'avais envie d'aller chercher. Je dis pas que je retournerai peut-être pas un jour, ne jamais dire jamais comme on dit, mais pour l'instant en tout cas ce qui m'anime c'est l'improvisation théâtrale. Et donc quand j'ai rejoint Commune Impro en 2019, c'était une nouvelle, pour moi un nouveau parcours en tout cas, et pouvoir aussi continuer aussi à travailler en tant que comédien aussi à travers d'autres formes, de nouvelles formes, à travers aussi d'autres équipes, et pouvoir aussi continuer de travailler aussi sur soi en tant que personne, et continuer de se surprendre, continuer de se découvrir aussi, de sortir de sa zone de confort. C'est aussi important, pas rester sur ce qu'on sait, puis toujours se nourrir des autres, se nourrir de ce qui se passe sur un plateau. Tu parlais le moment déclencheur en 6e avec cette fable. Est-ce que tu te souviens de l'émotion que tu as ressentie après être passé et quelque part à avoir marqué le coup? Enfin, en tout cas, on t'a donné quelque chose que tu pensais pas être exceptionnel, quoi. En fait, j'ai été surtout surpris parce que en fait, c'est plus dans le sens où je pensais que tout le monde pouvait y arriver en fait. C'est-à-dire pour moi, à ce moment-là, il n'y a rien de compliqué. Je dis, tu changes juste un petit peu la voix, tu fais vraiment vivre en fait comme un conteur, entre guillemets. Vraiment une fable, il y a vraiment ce côté conte et tout ça. Donc je me dis, tout le monde peut y arriver. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai été surpris en fait. Donc je suis resté un peu pantois, quoi, entre guillemets, parce que je savais pas trop ce qui était en train de se passer. Donc
Donc non, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y repense, parfois, je dis non, je saurais pas vraiment mettre d'émotion particulière dessus, quoi. Juste de la surprise, en fait, de se dire, je pensais pas que pour certains, ça pouvait être plus compliqué, quoi. Donc ça a été ça un petit peu l'élément déclencheur. Là, tu nous as parlé, t'as parlé de se former, donc d'aller au conservatoire, de faire une école d'acteur, de travailler vraiment les bases théâtrales. Dans ton parcours, tu as aussi, et encore plus aujourd'hui, un aspect écriture. Comment tu as découvert justement l'écriture? Parce qu'aujourd'hui, tu es sur du slam. Une de tes premières expériences aussi de théâtre, c'est tu as lancé aussi un seul en scène que tu avais écrit toi-même. Donc, il y a vraiment cette volonté d'écrire. Comment tu as découvert ça et comment tu as voulu continuer en fait, et travailler ton écriture? Moi, en fait, j'ai toujours aimé le côté écriture, c'est que vraiment, il y a ce côté libre, en fait. C'est-à-dire, t'as vraiment le côté liberté d'expression. Expression, tu peux écrire sur ce que tu veux, sur ce que tu as envie. Et donc, pouvoir raconter des histoires, raconter des choses aussi, par rapport aussi à ce que je voyais au quotidien, quand tu regardes des films, quand tu regardes des séries, des choses comme ça, forcément, toi, ça t'inspire aussi. Et tu te dis, moi, j'aimerais bien faire ça. Donc, moi, j'ai toujours aimé l'écriture, qu'elle soit théâtrale, qu'elle soit... scénario, qu'elle soit maintenant slam et poésie. J'écrivais parfois même de la poésie sans me rendre compte que ça pouvait faire du slam. Donc non, c'est ce côté très expérimentation, c'est-à-dire tu peux écrire un moment sur un petit format, sur quelque chose, je veux dire voilà, c'est quelque chose qui t'appartient à toi et c'est ta liberté à toi de le partager ou non si tu en as envie. Donc et puis voilà, c'est aussi à moi de dire voilà, moi aussi j'ai des choses à dire, j'ai aussi envie de m'exprimer, de vous partager ce que j'ai envie aussi. Donc voilà, au début je me suis orienté sur ce côté seul en scène qui maintenant me parle beaucoup moins parce que c'est pas forcément la voie. Je mettrais plus ce spectacle-là un peu comme une recherche, comme une expérimentation, comme quelque chose pour se lancer, parce que voilà, l'écriture théâtrale c'est quand même une écriture qui est particulière, surtout quand on est seul en scène. Et quand on a justement, si on veut faire rire, le public se doit de rire un peu, c'est-à-dire on met déjà le public dans une condition, alors qu'en parallèle, si je fais maintenant avec le slam, tu n'as pas à mettre le public dans une disposition, c'est-à-dire tu viens comme tu es, tu peux très bien faire un texte drôle, un texte mélancolique, et moi aujourd'hui dans mon écriture, je cherche pas à me dire je veux que les gens rient, je veux que les gens pleurent, je veux que les gens soient surpris, non, c'est moi je le fais d'abord pour moi et je laisse la liberté aux gens d'exprimer l'émotion qu'ils ont envie, et justement c'est plus intéressant parce que tu peux avoir des surprises de la part du public et tu vas avoir plein de réactions différentes, donc c'est vraiment prendre du recul aussi par rapport à ça, mais voilà, et dans mes spectacles en tout cas, j'ai un moment un texte un petit peu slam poésie qui fait vraiment aujourd'hui le lien maintenant, et ça reste le moment qui pour moi aussi est le plus sincère parce qu'il faut aussi garder ce côté sincérité, et peut-être que parfois dans les écritures théâtrales je n'étais peut-être pas suffisamment sincère, en tout cas quand je dis sincère c'est pas non plus se dire attendez je vous parle que de moi, mais moi-même en fait je me disais qu'est-ce que ça m'apporte aussi pour moi au bout d'un moment, et puis surtout se dire au public, est-ce que le public a envie d'écouter ça, est-ce que le public a envie d'entendre ça. Il faut aussi se mettre à la place en tant que spectateur quand tu vas voir un spectacle, tu te dis voilà, avec quoi j'ai envie de ressortir en fait. Donc je me dis aujourd'hui avec l'écriture slam et poésie, moi je m'y retrouve plus, je m'amuse aussi plus parce qu'il faut aussi garder ce plaisir aussi dans l'écriture, c'est important de toujours s'amuser. Donc voilà, je pense aujourd'hui en tout cas avec le slam ça me correspond plus, en tout cas dans ce que j'ai envie de partager, dans ce que j'ai envie de porter. Et oui, il y a moins ce côté où tu mets le public dans une disposition et tu as plus ce champ libre en tout cas, et je veux vraiment laisser la liberté aux gens d'interpréter, d'émouvoir. Donc l'écriture hyper présente aujourd'hui, et juste on fait un petit bond en arrière, ouais. Et elle date de quand ta rencontre avec l'improvisation théâtrale? Ma rencontre avec l'improvisation théâtrale, alors je saurais pas te dire précisément, mais c'était plus, je pense au début quand tu avais des premiers matchs d'improvisation qui se passait ici au niveau du territoire local en tout cas, et il y avait vraiment aussi ce côté vraiment très spectacle, très entertainment, c'est vrai que moi tout ce côté là est quelque chose qui me fascine aussi, notamment aux États-Unis avec voilà, ce côté un peu chaud, et c'est ça en fait l'improvisation théâtrale, puis c'est ce côté exclusif, c'est-à-dire ça se passe que maintenant tout de suite et tu n'auras pas la même chose après, donc et puis voilà, où toujours voilà, ce côté vraiment convivialité aussi, rencontre, partage, et puis
vraiment fasciné aussi par me dire comment en 20 secondes de caucus, en fait, tu peux arriver à créer quelque chose. Donc ça va être vraiment ce dynamique, puisque tu es un peu joute aussi dans le bon sens du terme, comme ce qu'on retrouve aussi dans le slam maintenant. Donc je ne saurais pas dire précisément à quel moment, mais je sais que ça, en tout cas à partir de 2015, quand j'avais fait un stage notamment avec toi, on commençait à se rencontrer, où je me dis tiens, même pour moi après dans ma formation, ça peut être intéressant d'aller chercher justement des choses dans cette forme-là théâtrale, qui vont plus être de l'expérimentation, ce côté un petit peu bac à sable, on recherche et on crée en fait en se laissant porter. Et voilà, c'est important pour moi vraiment d'élargir mon champ de compétences, aussi mon champ de connaissances, pour toujours être le plus complet possible et le plus polyvalent, ce que je fais aussi maintenant dans mon activité, mais voilà, se nourrir aussi de tout, et après pouvoir justement aller piocher autour. Donc non, pour moi c'est vraiment ce côté qui va être, il y a quand même un cadre, mais ça va être, tu vas être moins dans un travail de personnage ou vraiment d'analyse. Donc parfois aussi ça fait du bien. Et je sais que parfois au conservatoire, moi ça m'est déjà arrivé justement de travailler sur des improvisations pour aller chercher aussi le sens d'un texte, quelle intention mettre, quelle intonation mettre aussi, avec des mots à soi, puisque quand c'est le langage du théâtre grec, c'est pas la même chose quand c'est le langage en alexandrin, chez Corneille ou chez Racine. Voilà, tu le dis pas, tu le dis d'une certaine façon, donc mettre des mots à soi. Donc c'est pour ça aussi que l'improvisation théâtrale est intéressante, c'est-à-dire ça peut aussi vraiment être un petit travail complémentaire pour un travail de comédien au quotidien, pour aller chercher des intentions, pour aller chercher des émotions, pour aller chercher une façon de jouer, une façon de faire. Donc je pense que je m'en suis souvent servi, en tout cas des moments où je pouvais me sentir un petit peu perdu, me dire quelle direction prendre, et tiens, je vais me rabattre avec des mots à moi, et voilà, parfois ça permet de débloquer des choses. Donc voilà, c'est peut être aussi vraiment un outil de travail complémentaire, donc c'est vraiment à essayer, à expérimenter. Maintenant voilà, on sait que l'improvisation théâtrale, c'est quand même s'ouvrir, c'est se mettre peut-être parfois en danger aussi, donc c'est accepter tout ça, mais ça reste vraiment en tout cas un travail très intéressant, et aujourd'hui je l'emploie, je continue de l'employer en tout cas, de me former dedans, mais je sais que oui, j'en faisais souvent appel à ça, et puis voilà, c'est en faisant aussi des stages où je me suis dit que l'improvisation est vraiment, voilà, ce côté aussi très créatif, c'est-à-dire moi il y a des choses aussi à l'intérieur qui me parlent, et expérimentation, on tente des choses, et on voit ce qu'il en sort, et on se dit tiens, là il y a cette petite chose là, je peux peut-être me la garder pour plus tard, donc voilà. Dans l'aspect improvisation, c'est une discipline relativement collective, et toi dans ton parcours, j'ai l'impression que tu es plus sur un parcours en solitaire, puisqu'il y a de l'écriture, il y avait du seul en scène, le slam, on est seul en scène aussi. Pour toi, est-ce que c'est difficile pour toi d'être dans une dynamique d'improvisation et de trouver du collectif, alors que tu as l'habitude quand même de travailler relativement seul? Alors dans le slam, on est aussi en collectif, on peut faire des textes collectifs, mais oui, après, ce côté solitaire, il est tout à fait juste dans la forme, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a impulsé les choses en fait, et voilà, moi ça fait partie de mon caractère, de ma personnalité, de dire dès que j'ai une idée en fait je fonce, je la prends et je travaille dur pour celle-là, et aussi ce besoin aussi de contrôler les choses, voilà, par rapport à des choses qui me sont arrivées aussi dans mon parcours, donc ce côté voilà, vouloir anticiper, de vouloir avoir ce besoin en fait de contrôler les choses sans tomber dans les excès. Attention, parfois c'est souvent le danger de ne pas franchir cette ligne, mais oui, ce côté solitaire, parce que déjà même quand je voulais vraiment développer aussi ce côté théâtre et les seuls en scène, j'étais tout seul, donc il faut aussi trouver du monde, il faut aussi trouver justement dans ce monde là des personnes qui entendent ce que tu fais aussi, qui s'entendent avec toi. Alors il y a ces personnes là qui m'ont accompagné dans l'écriture, dans la mise en scène aussi, mais pas forcément sur scène, mais vraiment tout cet entourage aussi qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours soutenu. Donc voilà, j'étais plus entouré à ce niveau-là. Mais oui, et puis après, voilà, j'ai aussi un univers, j'ai aussi une écriture. Donc voilà, moi après, j'ai toujours été ouvert au partenariat, aux collaborations, parce que ça peut toujours t'amener un plus. Mais oui, c'est vrai que j'ai toujours été très solitaire dans mes projets. T'en tires des forces, t'en tires des qualités aussi, parce que t'apprends de toi-même aussi. Voilà, il faut pas non plus oublier de s'entourer. Souvent, parfois, c'est les retours que j'ai faits, c'est vouloir tout faire tout seul, et qu'à un moment, il faut aussi accepter d'être accompagné. Mais c'est vrai que quand t'as 14-15 ans, voilà, faut vraiment bien t'expliquer les choses aussi. Voilà, te dire pourquoi, parce que voilà, quand tu fonces un peu tête baissée, donc puis trouver des personnes bienveillantes que j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours, et aujourd'hui, je serais pas là à en parler si je n'avais pas rencontré ces personnes-là.
Donc pour moi, c'est des choses hyper importantes. Donc je pense que le collectif est aussi important parce que le collectif t'apprend aussi sur toi, parce qu'à un moment, quand tu es tout seul, tu n'as pas forcément ce recul aussi ou ces avis extérieurs. C'est pour ça que je dis souvent, je suis toujours le plus mal placé pour parler de moi-même. Donc souvent, le collectif peut aussi t'amener ce regard-là sur toi et sur ce que tu fais aussi et sur ce que tu es. Donc voilà, maintenant aujourd'hui je suis vraiment aussi dans cette démarche-là collective, même si dans le slam, j'arrive encore à écrire tout seul, mais aussi voilà, créer de façon collective, c'est aussi important de ne pas juste rester sur soi-même et voilà, se développer aussi à ce niveau-là, parce qu'on apprend aussi des autres et les autres nous font apprendre de soi, mais que ce soit aussi bien dans l'improvisation, dans le slam que dans la vie de tous les jours. En improvisation, que ce soit improvisation théâtrale, théâtre improvisé, qu'est-ce qui t'attire ? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de continuer ou d'avoir des terrains d'exploration, justement ? Qu'est-ce que tu as envie de développer ? Qu'est-ce que j'ai envie de développer ? C'est déjà ce côté exploration, c'est-à-dire à chaque fois, chaque projet qu'on fait est toujours très intéressant. Moi, je sais que par exemple, j'ai le souvenir quand on avait fait à Bayeux, à Port-en-Bessin, avec comme une impro ce spectacle-là où on jouait des enfants. Voilà, juste retomber en enfance, en fait, pouvoir avoir le plaisir, en tout cas, de jouer ces personnages-là dans des situations comme ça et se dire, même sur chaque projet, tu vas jouer des personnages complètement différents et tu as un carcan de base, mais à l'intérieur, en fait, tu construis aussi et tu crées ça. Pour moi, c'est quelque chose d'assez grisant aussi. C'est-à-dire que voilà, tu vas jouer plein de personnages différents, tu vas créer plein de situations différentes, de contextes différents. Et surtout aussi, ce qui me plaît aussi dans le théâtre improvisé, c'est-à-dire il y a pas juste ce côté artistique, c'est-à-dire il y a vraiment ce côté comme ce que je fais moi aujourd'hui dans le slam, et c'est en ça que je m'y retrouve aussi, parce qu'il y a aussi ce côté, on vient aussi partager des choses, on est vraiment aussi dans le partage quand on travaille sur des thématiques, donc on n'est pas juste en représentation, mais on est aussi en conseil aussi, quand accompagner les jeunes, travailler avec les publics aussi. Voilà, c'est là aussi où mon métier a du sens, d'une certaine façon. C'est qu'à travers l'improvisation théâtrale, on amène aussi d'autres valeurs et toujours aussi dans le plaisir de jouer, de partager. Donc non, vraiment aujourd'hui c'est ce qui m'anime en tout cas à continuer, c'est vraiment avoir ce côté comédien, mais aussi ce côté on travaille sur des choses, on débat, on échange, et justement comment l'artistique aujourd'hui sert à justement travailler sur des discours, sur des thématiques diverses et variées, comme ce que je fais moi aussi dans mon métier. Donc c'est en ça où pour moi ça se ressemble, et ça donne aussi du sens à ce que je fais au quotidien. Il y a aussi dans ton parcours, il y a une interrogation sur le public, sur le rapport au public. Je me souviens, on en avait discuté, c'est à un moment tu faisais animateur dans des centres de vacances, tu créais des pièces des spectacles pour le centre de... comment ça s'appelle ça ? Village vacances. Ouais, les villages vacances, pour des villages vacances, tu créais des spectacles un peu en improvisation, voilà, et avec toujours cette interrogation, c'est la place du public. Tu l'as dit déjà tout à l'heure, c'est à la place du public. Qu'est-ce que j'aimerais avoir ? Ça, en improvisation, dans les spectacles d'impro, la place du public, elle est essentielle, quoi. Donc, j'imagine qu'il y a un lien aussi pour toi, de créer un lien direct avec le public dans le cadre de l'impro ou dans le cadre aussi du slam, quoi. Ouais, après, en village vacances, c'était des expériences très intéressantes parce qu'on est sur un public... voilà, je vais y revenir un moment, mais à un moment, en fait, dans mon parcours, j'ai eu une baisse d'investissement et de plaisir, en fait. C'est-à-dire, à moi, j'étais tellement dans le vouloir être que j'en ai perdu, en fait, le côté qu'est-ce qui m'a amené ici, en fait, sur une scène de théâtre, en fait. Revenir vraiment à la base, ne pas revenir à ce que tu fais, mais à ce que tu es. Qu'est-ce qui t'a conduit ici ? Et en fait, quand je suis retourné en village vacances, je voulais vraiment lâcher tout ce que j'avais appris en technique, tout ça, juste revenir sur du plaisir pur, en fait, chose qu'à un moment, j'avais perdu dans mon parcours. Donc, et je me dis, quoi de mieux, le public de village vacances, c'est pas un public comme tu vas avoir parfois sur des auditions ou autres, qui est un public qui va être technique, qui va être connaisseur de ça. Lui, il veut juste vraiment passer un bon moment, il veut vraiment s'amuser. Et je dis, quoi de mieux pour toi justement d'aller par rapport à cette questionnement du public, de juste lui donner ça et toi de te faire plaisir. Et c'est ce que je disais à mes équipes, je dis, si vous amusez sur scène, le public va s'amuser avec vous.
Donc je suis vraiment allé rechercher ça pour moi aussi, j'ai fait ce travail-là. Et on a fait des cafés-théâtres, on a fait des cabarets qui ont été formidables. J'ai écrit un spectacle sur les gares de Vendée quand je travaillais en Vendée, qui est un des plus beaux projets que j'ai écrit, mais parce que ne parle pas de moi en fait, mais j'ai mis dedans tout ce que j'aimais en fait dans le théâtre, dans l'art, c'est-à-dire il y a de l'épique, il y a de la romance, il y a de l'aventure, il y a des choses comme ça, et je me suis vraiment bien amusé. En tout cas, j'ai vraiment retrouvé ce plaisir-là, et c'est pour ça aussi que ça m'a conduit vers l'improvisation théâtrale, parce que même quand on faisait des cafés-théâtres, des sketchs et tout ça, voilà, quand j'ai pas à parler de moi en fait, bizarrement sur des choses qui vont être beaucoup plus, où il n'y a pas cette exigence. Alors il y a quand même cette exigence aussi parce que tu es en village vacancier, les gens, enfin ce qu'on appelle les clients, ils ont payé quand même pour un service, pour une prestation, mais non, j'ai vraiment retrouvé ce plaisir. Donc, et puis oui, quand tu vois le public, c'est là aussi où ça m'a interrogé sur le public par rapport aux émotions, le laisser exprimer ce qu'il a envie. J'ai ce souvenir à moi à la fin du spectacle de Vendetta, personne dans la salle qui avait les larmes aux yeux, donc alors que voilà, ça reste un spectacle, ça reste sur une part d'histoire, on est en village vacances, mais voilà, il a exprimé ça. Donc à travers ce métier-là, en tout cas à travers ce rapport avec le public, parce que voilà, le public il te connaît déjà, ça fait une semaine, 15 jours qu'il te voit, donc il sait aussi comment tu es, donc c'est bien, ça m'a permis de vraiment me remettre au centre de tout ça et d'aller rechercher ce plaisir qu'à un moment j'avais perdu, parce que voilà, si à un moment tu commences à perdre plaisir dans ce que tu fais, là il faut te réinterroger. Donc et c'est là vraiment où ça m'a reconduit après sur l'improvisation théâtrale, et où j'ai vraiment mis de côté ces autres formes de théâtre plus classiques et tout ça qui aujourd'hui ne sont pas ce qui m'anime le plus aussi. Le plaisir de faire, le plaisir de créer, donc c'est essentiel pour toi. Et aujourd'hui, donc, tu interviens avec Commune Impro comme comédien. Tu as ta compagnie Slamphony qui propose des ateliers de slam, qui organise des scènes ouvertes, toute action de promotion autour du slam aussi. Tu animes donc des ateliers, et puis dans l'école Normandie Impro, tu lis l'improvisation théâtrale et slam pour les élèves, pour les personnes qui viennent dans nos cours. Dans toutes ces activités-là, est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a quelque chose un moment que tu as vécu qui te dit « Ah, c'est vraiment pour ça que je fais ça », quoi. En général, quelle que soit l'expérience. Mais ouais, juste, c'est en fait à chaque fois alors je travaille beaucoup avec le public jeune, et souvent je fais attention, parce que dire que le slam c'est pas juste pour le public jeune, ça s'adresse à tous les publics, et c'est là aussi où on est, mais même dans l'improvisation théâtrale on peut vraiment travailler avec tous les publics aussi, donc ça donne aussi une variété à notre métier. Chaque projet est complètement différent, avec des objectifs différents, mais aussi des approches différentes, donc tu dois te re-questionner à chaque fois, et tu dois te dire, bah voilà, là j'ai ce public-là avec ces composants-là, comment est-ce que je crée mon atelier. La structure, l'ossature va rester la même, mais c'est dans le fond aussi que ça va changer. Et toi aussi dans ton approche, puisqu'on est aussi sur de l'humain avant tout, ça c'est aussi hyper important. Donc après, moi c'est quand je vois des personnes qui s'expriment sur des thématiques ou autres. J'ai souvent un exemple comme ça chez une jeune, où je faisais 2 ateliers slam. Et donc elle vient au premier, et il y en a qui voulaient revenir au deuxième, bon, qui pouvaient pas parce qu'ils étaient inscrits sur autre chose, mais ils voulaient revenir. Et il y en a une qui est revenue et qui a dit bah voilà, ils se connaissaient depuis 2-3 jours, et bah voilà, elle dit bah voilà, j'ai été victime de harcèlement et je vous partage ce texte là maintenant. Moi j'ai rien demandé en fait, personne n'a rien demandé, c'est elle de son propre chef qui l'a fait, comme dans une école, une enfant de 8 ans qui vient me voir, qui me dit j'ai écrit un texte pour la fête des mères. Il dit bah il y a pas de rime. Je dis bon, on s'en fiche qu'il y a pas de rime, enfin j'y reviendrai après, mais dans le slam il y a pas un code civil qui dit que tu dois toujours faire des rimes. Et c'est là aussi le côté vraiment expression libre, et donner un texte sur la fête des mères en prose, c'est extraordinaire. J'ai à 8 ans que vous écrivez ça, c'est formidable. Donc ce sont souvent ces moments-là où je me dis, quand je vois les jeunes, même dans les collèges et tout ça, qui écrivent voilà, des textes en collectif, quand tu travailles sur des sujets comme l'amour, comme l'amitié, comme le regard, comme le harcèlement, le vivre ensemble, enfin même sur tout ce que tu veux en fait, et qui mettent des mots dessus en plus à travers la poésie, donc voilà, à travers une autre forme. C'est là, c'est chouette, et c'est là où mon métier aussi a du sens, parce que tu leur redonnes la parole aussi, tu leur offres un temps, un espace d'expression libre pour le faire. Et voilà, et tu dis c'est chouette en fait ce que tu écris, donc tu valorises aussi ce qu'ils font, et tu valorises aussi ce qu'ils sont en tant que personne, en tant que jeune. Donc c'est à chaque fois en fait, à chaque fin de projet, quand j'ai des choses comme ça, je me dis ce que je fais en fait,
dans ma façon de faire, parce que on est un animateur slam, chacun a sa propre façon d'animer, chacun va amener ce qu'il a envie d'amener, mais moi en tout cas dans ce que je propose, dans mon approche, dans ma posture aussi, voilà, ce que je fais et je pense en tout cas est pertinent. Ça, il faudrait demander à ceux qui travaillent avec moi, mais je pense que ce que je fais est cohérent en tout cas par rapport au projet, par rapport aussi au slam, aux valeurs du slam. C'est aussi important de communiquer aussi là-dessus. Quand je parlais tout à l'heure, voilà, le côté l'improvisation théâtrale, on est là aussi pour échanger, pour témoigner au-delà du côté artistique. Et derrière ça, quand tu as les partenaires, les enseignants notamment, mais même les équipes d'animation dans les espaces jeunes qui voient aussi tous les bienfaits que ça apporte au niveau de la parole, au niveau de l'écriture aussi. Voilà, pour moi, c'est des choses en tout cas, je me dis, c'est chouette, en tout cas, ce que je fais, c'est la bonne voie, en tout cas, à ce niveau-là. Cet épisode de podcast comme une équipe avec Maxime Adam, dit Max Hardy, toujours avec moi dans le studio. Max, tu as créé donc la compagnie Slamphony, donc du slam, en plus en milieu, on va dire, dans la Manche, à Saint-Lô, terre vierge en slam. D'abord, comment tu as découvert le slam et comment tu as eu cette idée de monter cette compagnie ? Alors j'ai découvert le slam, en fait c'est ce que je disais un peu à la fin de mes spectacles, je commençais à partir vraiment vers une écriture un peu poétique. Moi après j'écoute beaucoup de hip-hop, beaucoup de rap et tout ça, donc il y a ce côté poétique. Et à un moment, c'est en étant sur Paris, j'ai vu qu'il y avait des scènes ouvertes, des ateliers d'écriture. Donc j'ai dit tiens vas-y je vais y aller, je vais aller voir ce que c'est. Et au-delà du côté artistique, atelier d'écriture, c'est vraiment ce côté bienveillant, convivial, chaleureux. Voilà, c'est-à-dire quand tu viens sur une scène ouverte slam, t'as rien à prouver à qui que ce soit, il n'y a pas d'objectif de performance. T'es vraiment là, viens juste nous partager un texte et nous on va t'encourager, on va t'applaudir, on va te remercier. Donc c'est vrai que vu parfois quand je faisais des parcours de théâtre, t'avais souvent aussi ce côté plus performance qui était mis en avant et qui parfois me parlait moins. Dans le slam, j'ai vraiment retrouvé, on va dire, plus de simplicité. Juste voilà, je viens juste là vous partager ça parce que j'ai envie de vous partager. Donc je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant, même les ateliers d'écriture, ça te permet aussi d'explorer autre chose. Et c'est vrai que vu que j'écrivais aussi depuis longtemps, je dis, tiens, finalement le slam, c'est en train de plus me parler que l'écriture théâtrale, je m'amuse plus, je me trouve plus, en tout cas, dans cette forme d'écriture. Et donc c'est en revenant de Paris en 2019, où je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a en Normandie. Donc je sais qu'il y a sur Granville, depuis une dizaine d'années maintenant, une scène slam qui est dynamique avec l'association Slam Va Bien, qui depuis une dizaine d'années même maintenant fait les joutes poétiques grandvillaises, un des plus grands tournois de slam de l'ouest de la France, notamment. Donc il y a eu des slammeurs de France, de Belgique, de Suisse. J'ai eu l'occasion de le faire une fois en participant, une fois en texte de calibrage. Texte de calibrage dans le slam, c'est pour lancer un tour, en fait, tu fais un petit texte pour échauffer le public. Et donc il y a aussi sur Caen, au El Camino, il y a une scène slam depuis une quinzaine d'années maintenant, donc un petit peu plus haut. Il y a aussi sur l'Arve, donc voilà, je suis allé participer aussi. J'ai toujours ce souvenir sur Granville où j'arrive et je dis que je viens de Saint-Lô, et t'as les gens dans le bar, ils sont là, il vient de Saint-Lô, les gens sont un peu choqués qu'on vienne d'aussi loin, en fait. Donc c'est qu'on est vraiment encore sur quelque chose entre guillemets de niche, ouais, aussi. Alors, juste pour préciser, pour les auditeurs, dans la Manche, oui. Saint-Lô-Granville, c'est pas très très loin, 1 kilomètre, mais par contre c'est assez long pour y aller, c'est quasiment 1 heure. Ouais. Et les distances dans la Manche, à partir du moment où on fait plus de 10 km, on va loin, quoi. C'est un peu ça dans l'esprit. Oui. Alors je précise que maintenant il y a aussi sur Cherbourg où il y a quelque chose qui est en train de se développer. Mais non, et en fait j'ai vraiment vu ce côté bienveillant, ce côté bon enfant. On est vraiment là pour s'amuser avec les mots, on est vraiment là pour partager. Voilà, il n'y a pas ce côté performance qu'on va plus peut-être retrouver sur des tournois ou autres, mais voilà, l'important c'est toutes les valeurs du slam. En tout cas, on est vraiment là pour s'amuser, pour se faire plaisir. Donc moi, humainement aussi, c'est des valeurs qui me parlent aussi, qui me correspondent. Et donc en fait, je suis allé voir ce qui se faisait un petit peu partout, je commence à s'organiser, je suis allé poser des questions et je me suis dit, tiens, à un moment sur Saint-Lô, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui se passe, on part vraiment d'une page blanche. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à créer, à construire. Donc évidemment mon projet je l'ai pensé pendant 1 an et demi, 2 ans, et puis c'est octobre 2020, donc en plein deuxième confinement, on va dire que je l'ai lancé officiellement avec Slamphony,
où je me dis, bah voilà, mon objectif sur le long terme, c'est de créer une scène slam pérenne et dynamique, comme on peut avoir sur Granville, comme on peut avoir sur Caen, à travers un côté pratique et formation, c'est-à-dire des ateliers, des interventions, des cycles, pour vraiment tous les publics et toutes structures, et le côté aussi artistique, donc avec des scènes ouvertes, et des spectacles ou des actions culturelles vraiment autour du slam. Alors ce côté page blanche, il a un côté un peu excitant, parce que tu dis, tu pars de rien, et tu as tout à construire, donc ce qui est chouette, mais tu te rends compte qu'à un moment, en fait, là, il y a aussi ce côté qui peut être aussi un petit peu effrayant, parce que tu sais où tu vas, mais voilà, plus tu te dis, plus tu avances, en fait, plus tu dis que finalement les choses, il y a vraiment tout à construire, quoi. Et puis encore une fois, je suis tout seul, en tout cas à avoir Slamphony. Je sais qu'il y a d'autres slameurs, slameuses sur Saint-Lô et sur le coin, mais en tout cas avoir cette entreprise là à créer ça, donc voilà, j'impulse toujours les choses, donc oui, quand t'es tout seul, la charge de travail n'est pas la même, mais c'est hyper valorisant, c'est hyper intéressant. J'apprends aussi énormément sur le côté dirigeant d'entreprise, même si ça veut pas forcément dire grand chose, mais voilà, se dire j'ai ma structure, je construis tout de A à Z, je crée une dynamique qui commence là vraiment à prendre forme, donc donc j'apprends tous les jours, en tout cas, sur ce métier-là, et là ça fait, on va dire, 1 an où je suis vraiment plein temps dessus, parce qu'avant je passais aussi des formations en parallèle, et puis continue aussi quand je suis sur des événements slam, des tournois. J'ai eu la chance cette année de faire la Coupe de la Ligue de Slam, donc tu rencontres du monde, tu les voyais sur internet, et là tu les retrouves en vrai. J'ai notamment rencontré Mark Ellis Smith, le fondateur du slam, qui est venu de Chicago, donc c'est aussi toutes ces rencontres au quotidien qui m'animent depuis 3 ans maintenant, sur les scènes ouvertes, sur les événements, sur les tournois, quand on se retrouve, voilà, on échange, c'est que dès que j'ai besoin, je peux poser une question, on va me répondre. Donc il y a vraiment ce côté vraiment très famille, en tout cas dans le slam aussi, moi, qui me parle. On est vraiment là tous pour s'entraider, pour se pousser les uns les autres, vraiment pour notre discipline, c'est-à-dire, pour moi, c'est pas nous, en fait, mais on est vraiment là au service d'une forme d'expression, on est au service d'un art, on est au service du slam, et pour vraiment pouvoir le faire développer auprès de tous et de toutes à travers ces différentes actions. Faut quand même être un peu fou pour se dire, je vais faire découvrir le slam à Saint-Lô, et je vais créer une structure autour, et je vais développer. Donc voilà, mais moi après, j'ai toujours été habité par la croyance. La croyance dans le sens où si moi j'y crois, en fait, si je crois que ça va marcher, alors je vais tout faire je vais tout donner pour que ça marche, en termes d'investissement, en termes d'énergie aussi, parce que voilà, je sais que ça peut prendre et tout ça. Donc ouais, évidemment, t'apprends aussi à un moment tes propres limites aussi, mais voilà, quand je vois tout ce qui s'est passé depuis 3 ans, je suis pas du genre à regarder dans le rétroviseur, mais parfois c'est aussi intéressant aussi dans des moments peut-être où tu doutes, des moments où tu te poses des questions et tu te dis, mais regarde déjà tout ce que tu as fait derrière, c'est vraiment chouette, et ça te donne plus envie de continuer, parce que voilà, tu as des gens aussi qui ont pris ces rendez-vous sur les scènes ouvertes, que tu as plaisir à retrouver. Tu as des gens qui écrivent, en fait, et qui viennent sur ces espaces-là pour dire, moi j'ai écrit un petit peu chez moi et je viens partager ça. Donc voilà, je fais vraiment ça, en tout cas pour le territoire, en tout cas pour amener ça aussi aux gens, pour aussi créer quelque chose d'original, quelque chose de différent. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'anime tous les jours, en tout cas sur ces 2 aspects. C'est complet. Donc tous les liens, toutes les références par rapport à Slamphony, ça sera dans la description de l'épisode, évidemment. Pour terminer cet épisode de Comme une équipe, je demande à chaque invité de me poser une question, en tout cas de développer un thème avec moi. Donc à me poser une question. Donc quel est le thème, quelle est ta question que tu aurais à me poser ? Moi, ce serait plutôt une question, c'est par exemple, à quel moment, alors c'est plus en forme d'image, souvent c'est ce que je me dis aussi parfois pour m'amuser, c'est à quel moment tu te diras, là c'est bon, j'ai été au maximum, je peux pas aller plus loin, là c'est bon, maintenant je peux, entre guillemets, je peux prendre ma retraite, j'ai fait tout ce que j'avais prévu, rêvé de faire, et voilà, à quel moment tu te dis, enfin à quel moment ou quel projet te dira, là je peux pas aller plus loin, en fait. Ah ouais, c'est une super question, ça. Je te réponds en 2 temps. Au tout début, quand j'étais gamin, quand j'étais môme, j'écoutais
les matchs de foot à la radio. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, beIN, machin, enfin, voilà. Si tu n'avais pas Canal+, pour avoir du foot, parce que je suis passionné de foot, il fallait écouter la radio, les multiplex radio. Donc, j'écoutais ça et je me disais, je veux être journaliste sportif. C'est mon rêve. Petit à petit, j'ai fait mes études, machin, puis en fait, j'ai laissé tomber ce truc-là. Et puis, ça m'a rattrapé. Clairement, ça m'a rattrapé. Et je suis devenu, dans un premier temps, journaliste radio. Et il y a une fois, j'ai commenté le premier match de la saison du Stade Malherbe de Caen. Parce que, en fait, les titulaires étaient partis, étaient en vacances. Et je me retrouve à commenter ça pour France Bleu. Et je me dis, waouh, là, je suis arrivé un peu au top de ce que je voulais, quoi. Après, une fois que j'ai eu cette carrière de journaliste, je suis parti sur autre chose, sur le côté impro, théâtre, improvisation théâtrale appliquée. Et au tout début, je me disais juste, en fait, je veux en vivre. Voilà. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis mis des paliers. En me disant, en fait, je veux créer ma structure. Une fois que j'ai quitté la micro-entreprise, que j'ai créé la société, où j'ai créé vraiment une structure où je pouvais embaucher, je me suis dit, je fais ça, c'est parce que j'ai envie de monter des spectacles relativement rapidement et de monter mes spectacles, de monter des trucs qui me ressemblent. Et j'ai créé, donc, il y a eu un spectacle avec Rémi Courgeon, on est tous des personnages, avec donc Rémi Courgeon qui est un illustrateur. J'ai joué avec Stéphanie Roche. Et on a joué au Théâtre de Saint-Lô. Je me disais au départ, mon objectif de départ, c'était je veux jouer au Théâtre de Saint-Lô. Je veux jouer quelque chose d'improvisé au Théâtre de Saint-Lô. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Wow. Super, génial. Après, je me suis dit, j'ai envie de créer un spectacle avec Adrien Leprêtre, qui est fondateur de Samba de la Muerte, un groupe que j'adorais. Je prends contact avec Adrien au fur et à mesure, et en fait, je crée Petit bout d'homme au pluriel. Mon seul en scène avec Adrien qui est sur scène, qui fait la musique sur ce spectacle. Je le joue au Théâtre de Saint-Lô. Wouh. Cool. Je me suis dit, j'ai envie, je veux avoir un lieu. Et là, ça commençait à être un peu plus compliqué. Parce que j'ai voulu monter une petite salle de théâtre à Saint-Lô. Et le projet s'est cassé la figure au moment du confinement. C'est-à-dire que quasiment tout était bouclé. J'ai encore les sièges là qui sont là. J'ai des sièges de théâtre, j'en ai 150 chez moi parce que j'avais acheté des sièges. En plus, tout était prêt et hop, là, ça se fait pas. Puis le Covid, ça a bien cassé tout le monde et moi y compris. Donc là, c'est que maintenant que je me remets de tout ça. J'ai quand même ce lieu, j'ai quand même le studio d'expression aujourd'hui. Et la question que tu me poses au départ, c'est à quel moment je pourrais dire ok, c'est bon, c'est fini quoi. Eh ben en fait, je sais pas. Parce que là, en ce moment même, je suis en train de me fixer des nouveaux objectifs. C'est-à-dire qu'en vivre, ouais, c'est cool, mais j'en ai vécu, on va dire, chichement. Je gagne pas des milliers des cents. Et par rapport aux semaines que je fais, au travail que je fournis, je me dis, je serais dans un boulot autre. Je serais payé quand même largement plus que ce que je suis payé aujourd'hui. Là, c'est le problème du métier passion, quoi. C'est-à-dire que tu t'y vas à fond, tu comptes pas ton temps, et finalement, pour gagner un SMIC, quoi. Donc, à un moment, tu te dis, non, j'aimerais bien en profiter. Et je dis ça très honnêtement, hein. Vraiment, c'est un objectif, là. Et c'est vrai que souvent, on se dit, tiens, si, comme tu disais, le fait de jouer au Théâtre de Saint, souvent on se met des objectifs comme ça, on se dit, là, si je fais ça, c'est un peu, parce que il y a souvent ce côté accomplissement aussi. On dit que pour moi, quand on a accompli quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut pas aller plus haut, on se dit par rapport à un objectif. Donc moi, je sais à l'heure qu'il est, je n'ai rien accompli. Encore, je fais des choses, je crée des choses, mais je n'ai rien accompli à mon sens. En tout cas, peut-être que d'autres, peut-être que s'il y en a qui me connaissent, qui écouteront ce podcast, sur si. Mais voilà, ça c'est ma définition à moi. Puis ça fait partie aussi, c'est aussi dans ma nature et dans ma personnalité. Mais non, oui, c'est vrai, c'est pour ça que ma question là de côté accomplissement, nous à notre niveau, vu qu'en plus on est sur des métiers passion, on veut toujours aller plus loin et donc. Mais là, ce qui m'intéresse, effectivement, il y a le côté économique, et puis pérennisé. C'est-à-dire que c'est bien de lancer des choses, c'est bien de lancer des projets, c'est bien d'avoir une compagnie, d'avoir une boîte, mais à un moment, faut être sûr qu'elle continue. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette incertitude du lendemain. Ouais.
surtout sur les formes que j'ai choisies, puis que tu as choisies aussi, qui sont des formes plutôt entrepreneuriales. Donc en fait, on n'a pas de subvention, on n'a pas de convention à long terme. Donc l'avenir, c'est 6 mois. Ouais, c'est ça. Et même si ça fait 10 ans quasiment que j'exerce. Après, ça fait partie du jeu et c'est là où je pense que c'est intéressant, ça te permet de voir aussi si toi, tu as à un moment les épaules suffisamment solides. Moi, plusieurs fois, voilà, j'ai traversé des périodes où c'était un peu comme si en fait la vie te dit est-ce que là, tu as les épaules suffisamment solides pour affronter ça et c'est vrai que voilà, vu qu'on sait jamais de quoi demain sera fait et qu'il faut accepter de passer par ces temps-là, ça t'apprend aussi vraiment sur toi-même. Mais voilà, ça t'apprend aussi dans ta capacité à diriger, à te dire là je suis capable de surmonter ça. Donc je pense qu'on est vraiment sur des métiers aussi où je pense qu'il faut aussi d'abord être sûr avant de lancer, parce que voilà, il y a aussi ce que ça prend beaucoup aussi sur la part personnelle. Donc à toujours trouver cet équilibre aussi, voilà, se dire est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai en mesure, pas forcément en termes de compétences, mais juste en termes de soi, en fait, est-ce qu'en termes humainement, je suis capable aujourd'hui de monter et de créer une entreprise. Souvent le statut auto-entrepreneur, celui que j'ai en tout cas, on peut le créer très facilement, très simplement, ce qui est très bien parce que ça permet de se lancer. Mais voilà, après, c'est ce qu'on dit, le plus important, c'est de le tenir dans la durée, de continuer de le faire vivre et exister. Et je vois, moi, dans le slam, quand tu pars de zéro, en fait, que tu as tout à construire. Donc voilà, se dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place aussi pour ça. Donc c'est ce qu'on dit, ça demande c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie. Mais voilà, après, quand ça commence à être récompensé, voilà, c'est toujours, on se dit, voilà, c'est que ça marche. Et je pense que c'est souvent dans les moments où on a envie peut-être un peu de lâcher. C'est peut-être dans ce moment-là où, en fait, tu dis qu'il faut continuer. En fait, souvent, moi, je fonctionne beaucoup avec des citations qui disent c'est quand tu es sur le point d'abandonner qu'il faut continuer d'avancer. Je pense que c'est ça, en fait, parce que toi-même, tu te re-questionnes aussi. Donc voilà, c'est des étapes de vie aussi, mais ça t'apprend énormément, en tout cas. Je crois que j'aurais jamais vraiment d'accomplissement total, parce que dans mes métiers, parce que je dis pas que j'ai un métier, mais j'ai plusieurs métiers en vrai, et par exemple sur tout ce qui est atelier, en fait ce qui me plaît aussi, c'est d'ouvrir des portes pour tu parlais des jeunes, mais c'est ça par exemple, c'est t'ouvres des horizons pour des jeunes. Et c'est après de savoir ce qu'ils sont devenus, et de savoir ils ont percé ou pas, peu importe, c'est pas ça, mais savoir que ce que t'as donné en fait les a aidés. En tout cas, ils en ont fait quelque chose. Ça sert à quelque chose. Il y a du sens. Donc en fait, je me dis des ateliers, tant que j'en donnerai, enfin tant que je pourrai en donner, j'en donnerai. Ouais. Parce que il y a ce côté, tu donnes quelque chose qui est essentiel. Après, chacun le prend ou pas. Mais quand tu le fais avec cœur et que tu crois en l'autre. Parce que moi c'est ça, c'est-à-dire que je fais de l'impro, mais je fais du podcast, je fais de la radio, je fais plein de trucs, j'interviens sur pas mal de sujets, et à chaque fois en fait c'est pas tant le sujet qui est important, je crois, hein. C'est en termes de pédagogie, c'est vraiment ce que tu es humainement et ce que tu donnes à l'autre, le miroir que tu tends à l'autre. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Et si je le fais jusqu'à 75 ans, je le fais jusqu'à 75 ans parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Je te rejoins là-dessus parce que surtout en plus on est dans des disciplines voilà, où si toi en fait tu n'es pas passionné, si tu transmets pas ne serait-ce que cette passion que tu as auprès des autres, ils vont pas forcément accrocher en fait. Donc c'est vraiment, en tout cas moi dans le slam, vu que c'est encore quelque chose d'assez confidentiel, si toi t'arrives pas tout de suite avec cette passion et de dire je vous offre ce temps-là pour le faire, vous allez voir c'est chouette, on va s'amuser avec les mots, donc ça passe aussi dans le langage aussi, dans le vocabulaire. Et moi c'est ce que je dis à chaque fois, je dis moi je compte pas faire de vous des poètes, je compte pas vous réconcilier avec l'écriture, mais je veux juste vous montrer qu'en l'écriture ça peut être un jeu où à la fin tout le monde gagne. Et à la sortie d'un atelier, d'un cycle, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez continuer d'écrire ou pas de votre côté, c'est vraiment vous prenez et vous en faites ce que vous voulez. Et je sais que si parfois je vais revoir des personnes sur des scènes ouvertes que j'ai eues en atelier ou autre, je me dis c'est chouette quoi, c'est que tu as pu lui donner quelque chose, mais voilà, c'est aussi ça, dans leur côté, leur laisser la liberté. C'est juste, moi, je vous apporte juste des outils, en fait. Je vous apporte une passion, je vous transmets ce que j'aime, je vous montre, vous, comment vous pouvez vous en servir. Et après, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Donc,
Mais je pense que c'est hyper important de transmettre ça, de donner ça aussi, d'être vraiment un passeur. On est vraiment, je pense, des passeurs d'une discipline, des passeurs de quelque chose. Mais voilà, et quand il se passe des choses formidables, que ce soit en improvisation théâtrale ou en slam, voilà, des beaux textes ou des belles scènes qui se jouent, et ben voilà, c'est tout est gagné. Comme quand tu as des scènes ouvertes qui fonctionnent et tout ça, c'est toujours chouette et ça donne envie de continuer en tout cas chaque jour. C'est ça, exactement. Max, merci beaucoup. Merci à toi. Pour cet épisode de Comme une équipe. Si vous avez aimé ce podcast, cet épisode et puis les autres, eh bien vous likez, vous commentez, vous partagez, vous nous mettez un pouce bleu, vous nous mettez un avis ou une note sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast. Ça nous aide et puis ça nous permet aussi de nous dire que ça a du sens aussi, oui. Ce qu'on est en train de faire. Donc merci pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel ou une nouvelle invitée dans le podcast Comme une équipe de Vincent Posé et de Comme une impro. Salut!